Du coup, on va commencer cette émission, donc bienvenue du coup sur le Home Morning, votre actu du numérique. On change un petit peu de nom, jusqu'ici c'était votre actu du jeudi, on va plutôt parler actu numérique. Donc l'objectif de cette émission est assez simple, c'est juste de passer en revue un petit peu l'actualité qu'il y a eu sur la semaine dans le monde du numérique, le monde de l'internet et du jeu vidéo ou de la technologie. Euh, je vous avoue que en termes d'articles, je vous ai sélectionné un petit peu plus de numérique que de jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu dans les nouveautés de l'actualité? Alors, grosso modo, la série noire continue avec le piratage. On a parlé sur les dernières émissions, donc du coup de Nvidia qui s'est fait pirater tout simplement il y a quelques temps, qui se sont fait piquer des bases de registre, des fiches de salariés. Le groupe donc de pirates a menacé la société, leur a demandé du coup de l'argent. Ils ont menacé également de distribuer la clé de licence, donc LHR, qui bride les cartes vidéo d'Nvidia pour les minages. Et apparemment donc ce groupe de hackers n'en a pas fini, hein, puisqu'on reparle encore d'eux, du coup, de Lapsus, sur un nouveau piratage cette fois-ci, qui est celui de Ubisoft. Ubisoft qui apparemment dans les premiers éléments n'ont indiqué que momentanément des perturbations concernant leur plateforme, concernant leur jeu, sauf que a priori ils sont revenus, donc Lapsus est revenu dessus et revendique tout simplement donc la cyberattaque. Et de l'autre côté, donc, comme pour Nvidia ou comme pour Samsung, menace tout simplement de diffuser les contenus qu'ils ont attrapés sur Internet si Ubisoft ne leur paye pas une petite rançon. Donc déjà dans les premières procédures, donc Ubisoft, vous allez peut-être avoir le message prochainement, c'est que tous les comptes Ubisoft vont vous demander de réinitialiser votre mot de passe. Si vous ne le faites pas, vous avez un risque malheureusement de vous faire changer le mot de passe, de vous le faire modifier et de vous le faire supprimer. Ce serait con quand même d'avoir un compte avec une quinzaine de jeux dessus et de bêtement se le faire pirater parce qu'on l'utilise plus aujourd'hui. Donc pour tous les utilisateurs d'Ubisoft et anciennement donc de Uplay, et je crois que maintenant ça s'appelle Ubisoft Connect, je vous invite très fortement du coup à changer votre mot de passe par mesure de sécurité. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Malheureusement des cyberattaques on en aura toujours de plus en plus et même on se rend compte qu'avec ce contexte un peu particulier qu'on a avec la Russie, l'Ukraine et de ce qui se passe dans le monde, on se rend même compte que les enjeux sont nettement plus importants que ce que l'on pensait et que en fin de compte les structures et les entreprises ne sont pas si protégées que ça. Enfin, en tout cas, en ce moment, il y a d'énormes fuites de données de la part des grosses entités. Il y a Doctolib qui doit renforcer ces éléments. Il y a plusieurs organismes vraiment qui ont sonné l'alerte, hein, disant que les sociétés n'étaient pas suffisamment protégées contre ces piratages ou contre le vol d'informations. Il faudrait un authentificateur à 2 facteurs pour tous. Tout à fait. C'est même plus que recommandé. Si vous avez des plateformes sur lesquelles vous avez la double authentification, activez-le. C'est malheureusement pas totalement infaillible puisqu'il y a déjà eu des piratages sur les doubles facteurs, plus couramment sur ceux avec le double SMS, hein, enfin ceux qui reçoivent les SMS en double facteur. Mais oui, ce serait un minimum à activer. En tout cas, moi je sais que j'ai partout où je peux avoir ce service, il est activé. Et ça me rend bien service quand surtout je vois des fois les tentatives parce que j'ai beau être dans l'informatique, j'ai beau faire du réseau et de la sécurité, je vous promets que ça m'est déjà arrivé d'avoir des plateformes qui se sont fait pirater dans lesquelles j'utilisais le même mot de passe qu'un autre compte ou qu'un autre support et que les pirates finissaient par essayer d'utiliser mon mot de passe sur ces plateformes. Et la double authentification, c'est vraiment un minimum. On va parler de Microsoft. Microsoft, alors c'est une info qui est ressortie. Alors pour moi, c'est pas une info qui est nouvelle, mais apparemment ça a fini par tourner un petit peu sur Twitter. Donc en date du 15 mars, il nous a tout simplement donc suivi un tweet. Donc j'ai trouvé l'actu sur ZDNet, hein, directement. Mais sur Twitter, on retrouve tous les éléments qui sont indiqués et on retrouve à l'intérieur une petite zone de suggestion publicitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, je l'avais déjà vu à la sortie de Microsoft 11, Microsoft a prévu dans ce qu'ils appellent leur explorateur, c'est vraiment l'environnement du bureau qui vous permet d'explorer, de vous balader dans le PC. On avait découvert qu'il y avait quelques balises de suggestions qui potentiellement pouvaient ramener des liens externes. Et là, donc, avec le tweet qui a été fait du coup le 15 mars, on se rend compte également que
que ces suggestions vont au-delà de la petite information puisqu'il s'agit tout simplement de zones de publicité. Donc grosso modo, Microsoft serait-il en train de nous inciter, enfin, mettrait-il en place un système de pub interne à notre navigateur? Alors, j'espère pas, parce que ce serait vraiment honteux de leur part de tenter de se faire de la thune en plus là-dessus. Ce serait pas surprenant, hein, sincèrement, ce serait pas surprenant qu'ils se mettent à faire ça, mais ce serait honteux de leur part que Microsoft se mette à intégrer des publicités dans leur logiciel, dans leur système d'exploitation, surtout que leur système d'exploitation, on les paye. On les paye et on les paye super cher par rapport à d'autres systèmes qui existent, comme Apple qui inclut eux leur licence dans tous leurs équipements, ou alors du Linux à côté que vous avez en total gratuit et que vous pouvez installer librement sur n'importe quelle machine. Je vous avoue ne pas être très fan de cette info et que ça m'inquiète un petit peu pour l'avenir de l'environnement. En tout cas, si je continue à aller dans une direction comme celle-ci, marketing et autres, Microsoft, je vais juste finir par l'utiliser pour jouer, et c'est tout. Et que ce soit pour le professionnel ou personnellement, ce sera du full Linux. Hein. Je tournerai en full Linux si ça continue. Bah écoute, ils introduiraient des publicités directes dans ton PC. C'est pas, c'est confirmé. Ça veut dire que le bout de code, il y est. C'est-à-dire que le gars, quand il a fait le découpage avec la partie développe, il a clairement en fait la zone ici que vous ne voyez pas en temps normal, qui est accessible quand vous activez certains modes. Elle est prête, elle existe. Donc c'est plus que confirmé. Alors après, est-ce que ce sera des publicités? Est-ce que c'est des suggestions qui sont liées au store ou peut-être au fichier que vous avez dans vos dossiers, je sais pas. Mais en tout cas, l'option est là, hein. Elle existe. Donc les publicités effectivement intégrées dans le système d'exploitation quand vous payez déjà votre Windows à 250 € au prix fort, hein, c'est le prix de la licence, ça fait un peu mal. Dans les autres articles, on va passer sur celle-ci d'infos. Info de notre gouvernement du coup, donc retransmise du coup par ZDNet celle-ci, et on parle tout simplement d'investissement qui va être fait par l'État. L'État français veut investir à hauteur donc de 15 millions d'euros pour le reconditionnement des appareils numériques. Donc très très bon projet, hein, tout simplement de la part de notre gouvernement. Ce serait d'inciter les sociétés donc à ne pas vendre que du neuf et à tout simplement encourager le reconditionnement de vieux téléphones portables, de vieilles tablettes, d'appareils numériques qui ne sont plus utilisés. Ce n'est pas précisé si ça concerne le marché des ordinateurs portables par exemple ou de d'autres appareils, mais dans tous les cas, il parle donc de smartphones et de tablettes. Je suis pour cette mesure, en revanche on nous en dit pas grand chose sur ce que ça va encadrer et la manière dont ça va être utilisé et comment comment ces sociétés vont pouvoir en bénéficier. Dans les premiers éléments, ils ont l'air de parler donc de moyennes entreprises donc type PME ou de petites entreprises genre TPE. C'est good pour la planète, je suis d'accord avec toi. En revanche, moi ce qui m'inquiète c'est qu'est-ce qu'ils considèrent comme reconditionné. Il y a quelques temps de ça, certaines entreprises ont été épinglées, notamment Cdiscount et alors il y a Cdiscount et une filiale de chez SFR qui fait la redistribution de téléphones reconditionnés. Alors ils n'ont pas encore été amendés par l'État, c'est tout simplement parce que ces sociétés présenteraient des téléphones comme étant des téléphones reconditionnés et tout simplement c'est les mauvaises pratiques qu'il y a avec ça, c'est qu'il y a des sociétés peu scrupuleuses, des téléphones qui ont tout simplement été jetés à l'origine, qui ont été déclarés comme étant jetés, se sont retrouvés tout simplement dans le marché du reconditionné sans l'accord de leur propriétaire et même par moment avec des informations qui sont encore stockées du coup sur le téléphone ou sur l'appareil. Et je trouve ça extrêmement gênant que ce type d'appareil, qu'un téléphone qui soit marqué comme reconditionné n'ait même pas été contrôlé et soit revendu des fois avec le carnet d'adresse du contact précédent, les photos de votre ex-copine ou de votre femme, celui de vos enfants ou de vous tout nu à la piscine. On passe à l'actualité suivante. Il s'agit tout simplement de Intel. Intel dévoile son plan massif en Europe et son plan massif ce n'est pas rien, hein. Alors en termes de postes on parle de 1000 nouveaux emplois de la haute technologie.
Alors, 1000 nouveaux emplois, on parle majoritairement donc d'ingénieurs, de chercheurs, de doctorants, de production, hein, véritablement. Mais surtout, ce qui est, moi, je trouve le plus impressionnant, c'est la somme colossale qu'ils sont en train d'investir, qui représente 80 milliards d'euros. Ils arrivent avec 80 milliards d'euros sur le marché européen, vraiment pour les séduire, et disent on débarque et on fait ce qu'on veut, on injecte ça dans le système. C'est un petit moyen d'essayer d'obtenir des avantages fiscaux sur le territoire européen. En revanche, on sait que Intel, s'il s'installe en Europe, vont recruter à travers toute l'Europe. C'est pas dit que le poste soit donné en France, mais vous pouvez très bien travailler effectivement donc en France dans le secteur par exemple de Sofia Antipolis, qui possède déjà un centre de Intel plutôt grand, hein, de développement et de recherche. On pourrait se retrouver par exemple au Luxembourg aussi, ça pourrait se retrouver du côté de la Hollande. Pour vous donner simplement un exemple, pour ceux qui connaissent la sécurité informatique et le réseau, WatchGuard, une marque qui est spécialisée dans les pare-feux et dans la cybersécurité. Leur antenne en Europe est basée en Hollande et les gars qui sont là-bas, qui bossent, sont des gens qui ont été débauchés, tout simplement, qui ont décidé de partir de la France pour aller bosser là-bas. Ce sont des Français qui travaillent sur place. Donc quand vous êtes avec WatchGuard et que vous appelez le support français, vous vous retrouvez soit avec le support en Hollande, soit avec le support à Montréal. Et là, donc Intel, c'est plus ou moins ce qu'ils vont faire. Donc on parle d'investissement initial de 33 milliards d'euros, dont 17 milliards d'euros pour les projets allemands, pour 1000 nouveaux emplois, et a priori de manière permanente, donc ils auraient envie, donc on arrive à 3000 emplois permanents au sein de l'entreprise et de ces dizaines de milliers d'employés supplémentaires. Faut savoir qu'Intel s'investit énormément en ce moment, et surtout notamment dans les cartes vidéo aussi. Pas de news encore concernant leur date de sortie, mais ça ne saurait tarder. On passe au sujet suivant. Alors, c'est une réflexion qui est portée depuis un petit moment. C'est pourquoi ne pas utiliser tout simplement le minage pour chauffer des bâtiments, chauffer des structures ou des éléments publics. Eh ben, a priori, au Canada, c'est parti. C'est au nord de Vancouver. Le projet MinGreen, tout simplement, qui est un projet donc de minage qui va permettre tout simplement donc de chauffer des immeubles. Et qu'est-ce qu'ils parlent en immeuble? Je crois qu'ils en parlaient quelque chose comme 50 000 foyers. L'opération déjà donc va éviter l'émission de 2000 tonnes de gaz à effet de serre. Projet qui est extrêmement intéressant parce que pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de minage, vous utilisez le 100% de votre processus. Et en l'utilisant, vous faites chauffer votre processeur à des températures qui avoisinent, allez, dans le confort, on va dire 70 degrés, 90 degrés maximum, voilà, entre 70 et 90 degrés maximum. Donc vous imaginez, vous avez un ordinateur qui chauffe à 90 degrés ou une machine de minage qui chauffe à 90 degrés, bah, c'est de l'énergie qui est un peu perdue. Je vous avoue que pour l'hiver, moi je me suis mis à faire un petit peu de minage. Et ben en fin de compte, moi qui ai toujours des soucis de chauffage et de radiateur, là ça fait 2 mois, j'en ai plus du tout grâce au minage. Après, je vous avoue, je vais peut-être pas faire ça pendant l'été parce que j'ai pas la clim. Mais le projet est vraiment génial et je suis carrément pour. Je suis même carrément pour des sociétés du style par exemple de EDF, hein, pourquoi pas, propose carrément un service d'abonnement de minage avec des radiateurs. Imaginez, vous avez un radiateur qui fait office de minage, sur lequel vous avez tout simplement un petit soft qui vient se connecter à un organisme qui lui va lui rapporter du minage. Donc une société comme EDF ou autre, eux vont gagner de l'argent en vous allouant en fait ce radiateur, et vous allez tout simplement être réchauffé à la maison, vous allez tout simplement alimenté à la maison, et on pourrait imaginer un petit credo du style vous payez pas votre électricité sur le chauffage parce que nous on récupère le minage pour financer cette partie-là du commerce, ou la financer en partie. Pourquoi pas, ça peut être intéressant comme projet. C'est la volonté de Vancouver, je sais que le Canada est très très en avance là-dessus. Les États-Unis aussi beaucoup de villes se sont investies sur ces projets-là. C'est pas uniquement des sociétés, mais des États et des villes. Et je profite de cette transition du coup pour passer à Joe Biden. Alors, on parle
toujours ici un petit peu de Bitcoin, de crypto-monnaie. Tout simplement, donc les États-Unis et Joe Biden donc reconnaissent l'utilité de la crypto-monnaie, mais disons que ça ne leur plaît pas trop parce que ça reste encore trop obscur, c'est trop décentralisé, ils n'ont pas le contrôle total dessus non plus, donc c'est un peu embêtant de laisser des monnaies comme ça en fait justement se mettre en place et mettre en place donc un système, une contre-monnaie en fait, un contre-système à celui que les Américains ont créé. Et ce faisant, donc Joe Biden espère profiter de la poussée du Bitcoin afin de créer en fait tout simplement le digital dollar. Le digital dollar, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un dollar numérique, mais qui n'est pas de la crypto-monnaie. Ça veut dire que cette monnaie est tout simplement un dollar comme celui que l'on connaît aujourd'hui, mais qui sera centralisé et basé plus ou moins sur le même système que le bon billet américain, le bon dollar américain classique. Est-ce que cette monnaie va être indexée sur le dollar lui-même? Est-ce que ça va être indexé sur autre chose? Je vous avoue qu'on a très peu d'informations concernant là-dessus, mais dans tous les cas, l'administration de Joe Biden est vachement intéressée sur ce sujet et veut et tient à le mettre en place. Donc c'est un sujet qu'on va suivre puisque ça vient juste d'être annoncé et on va voir un petit peu ce qui va se passer et comment ça va évoluer. En dernière actualité sur laquelle on va se positionner, il s'agit donc de NFT et notamment donc de Meta et de Mark Zuckerberg. On le sait depuis quelques temps, donc le métaverse est devenu vraiment une source de sujets de discussion très importante dans la société. Les professionnels sont tous en train d'investir en masse donc à l'intérieur du NFT, donc que ce soit à travers des mondes comme The Sandbox, et je vous en parle un petit peu plus à la fin de l'émission, mais on va aller découvrir ce monde dans pas très longtemps. On trouve du NFT également dans Decentraland, OnlyFans nous a fait des annonces là-dessus, Twitter nous a fait des annonces là-dessus, certaines villes comme la ville de New York par exemple, ou d'autres sociétés ont commencé à s'intéresser également aux NFT, donc c'est vraiment quelque chose qui prend de l'engouement. Autant le Bitcoin, ça fait quand même depuis 2010, 2008 à peu près que les choses ont démarré réellement dans les papiers. Ça a commencé à se déployer un peu 2010, 2011. Ça s'est bien généralisé là, récemment. C'est que très récemment que le Bitcoin a une vraie reconnaissance et que tout le monde lui fait de l'œil, que tout le monde le regarde. Mais je vais vous dire, en 2019, le Bitcoin, hormis quelques copains qui pouvaient vous dire de temps en temps investissez dans le Bitcoin, faites du trading dans le Bitcoin, on n'en entendait pas plus parler que ça. Aujourd'hui, le Bitcoin, le NFT et le Metaverse, les trois sont devenus indissociables. Ça fait partie d'un tout. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Instagram veut intégrer tout simplement le système de NFT à son contenu Instagram. Alors, ils veulent l'intégrer effectivement un peu comme Twitter, dans le sens où ça va être effectivement un système où vous allez pouvoir authentifier une image, une photo, quelque chose ou quoi. Mais eux, ils veulent aller un petit peu plus loin puisqu'ils souhaiteraient, en tout cas de ce que l'on comprend, Instagram pourrait devenir également en plus un portefeuille de NFT, un endroit dans lequel vous allez pouvoir recentrer et ranger donc vos NFT à l'intérieur. La question qui va se poser, et ça c'est l'article de Numérama plutôt qu'il le pose, c'est ok, ça va devenir un portefeuille et tout, de NFT, très bien, mais comment ça va fonctionner? Est-ce que ce portefeuille de NFT va fonctionner avec tout, ou est-ce que ce portefeuille va seulement fonctionner avec le métaverse de Meta? Et moi, ce qui me fait peur, en revanche, avec toutes les annonces de Facebook, c'est que là où pour moi Internet et ce que pour moi le Web 3.0 doit faire, c'est se baser sur le même modèle que l'Internet d'aujourd'hui. Ça veut dire être un territoire dont il n'y a aucune frontière, dont il n'y a aucune limite et qui tout simplement est ouvert et décentralisé. Et malheureusement, j'ai vraiment l'impression qu'avec toutes ces annonces que nous font Facebook et compagnie ou autres derrière, ils ont plutôt tendance à nous annoncer le contraire. C'est de plus en plus en fait des profils qui sont redirigés vers leur service à eux, que ce soit pour le chat, que ce soit pour la blockchain qu'ils voulaient mettre en place. La blockchain qu'ils voulaient mettre en place, c'était clairement pour leur monde métavers et uniquement pour leur monde à eux. Là, le NFT, c'est pareil, dans les infos que l'on a gentiment, qui arrivent gentiment,
on a l'air de se diriger pareil vers un NFT qui va être dédié uniquement au monde de Meta. Et donc Facebook, j'ai vraiment cette impression que sur le marché, avec leur Oculus en plus, qui tentent de se positionner comme étant leader sur le Meta afin de créer leur norme, mais leur norme qui sera centralisée. Et c'est extrêmement dangereux. Ce sera très très compliqué de faire appliquer des décisions de justice sur des litiges qu'il pourrait y avoir avec le monde. Ils n'arrivent déjà pas à le faire en temps normal avec les réseaux sociaux, avec les services qu'ils mettent en place et tout. Si demain Facebook devient par exemple leader du métavers, avec leur modèle à eux, hein, je dis pas que c'est eux qui ont raison, mais avec leur modèle à eux, ça devient le leader du métavers, je vois mal comment des États et des gouvernements ou des tribunaux, comment pourront-ils contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur, comment pourront-ils imposer à ces sociétés de changer également. Ça veut dire que le risque, hein, c'est que ça devienne tellement puissant que du jour au lendemain, ce soit plutôt l'inverse, ce soit plutôt Facebook qui impose aux États de faire des choses. On va terminer sur notre émission. En termes d'actualité housing, tout simplement, donc ce week-end, donc samedi soir, on se retrouve à 21h donc pour une émission spéciale sur The Sandbox. Donc on vous en a déjà un petit peu parlé, il fait partie de ces mondes métavers avec fonctionnalité NFT sur lequel donc plusieurs sociétés ont investi, hein, puisque c'est sur celui-ci où on disait on retrouve Snoop Dogg, Adidas, Atari et plein d'autres. Et on va aller découvrir un petit peu tout ça et voir un petit peu comment les choses se mettent en place là-bas, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à regarder, qu'est-ce qu'il y a à écouter. Ça va vraiment être une petite balade, une petite expérimentation. Pour Sinox, ce sera la première fois qui va aller dessus. Quant à moi, je suis déjà allé repérer quelques zones, je suis déjà allé repérer quelques endroits, mais n'étant pas très doué avec l'anglais, voilà, je me suis limité à ce que j'ai pu comprendre facilement ou connaître facilement. Mais je vous avoue que j'ai envie d'aller découvrir vraiment un petit peu tout ce qui se passe, parce que il faut juste imaginer qu'un seul de ces carrés, voilà, un seul de ces petits carrés là, c'est un terrain, hein. C'est un terrain. Donc quand vous voyez tout ça, il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de choses qui sont faites à explorer, et j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, la bise tout le monde. Ciao.